Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous, évidemment, pour commenter cette actualité à 15 jours des législatives. La campagne officielle est lancée. On va parler de François Hollande, qui est candidat à Tulle, la Purge à LFI, et Adrien Quatennens qui se retire, le RN avec Ciotti, et on va continuer à parler de Kylian Mbappé. Oui, Frédéric? Non, je voulais parler de Mbappé. Oui, mais je vous représente, je fais le tour de table rapidement. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Alex Zarmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. On ne vous a pas entendu tous les deux sur effectivement la prise de position d'Mbappé. Juste une précision, j'ai pas dit, il y a un auditeur qui me dit ça veut dire que les joueurs de foot peuvent pas jouer dans des pays d'extrême droite. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que quand on est Marcus Thuram et qu'on joue en Italie avec une présidente d'extrême droite, si on assume totalement ses convictions, on refuse de jouer pour une équipe dans un pays fasciste. Pardon, Jean-Luc ? J'ai dit non, parce que l'histoire du football italien est une histoire complexe, où dans les grandes villes italiennes, il y avait un club de gauche et un club de droite. Et Marcus Thuram joue à l'Inter de Milan, qui historiquement est un club de gauche. Oui, mais avec une présidente de la République qui est d'extrême droite. On assume dans ce cas-là, on va au bout de ses convictions. Frédéric. Moi, je voulais revenir sur Mbappé, et je vais dire que d'une manière générale, les Français sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de prises de position politiques, d'acteurs, de personnages du monde du sport et de la culture. On n'est pas dans le contexte 81, 88 où la présidentielle c'était aussi un concours de soutien. Louis de Funès, Alain Delon du côté Giscard, l'intelligentsia de gauche, Michel Piccoli du côté Mitterrand. C'est bel et bien fini. Un élément sur Kylian Mbappé. Vous savez que chaque année on sort, c'est le sondage IFOP qui fait le plus de bruit dans l'année, le top 50 des personnalités préférées. La livraison de décembre 2023 avait vu la cote, la place d'Mbappé s'effondrer. Il était passé de la 4e à la 22e place, et c'était très clairement un effet Naël. Il avait pris position au début des émeutes urbaines suite à la mort de ce jeune homme, d'un petit ange. Petit ange parti trop tôt. Et d'une manière générale, les Français sont de plus en plus méfiants parce que il y a un problème de proximité. Il y a de l'admiration, bien sûr, pour ce joueur extraordinaire, mais de plus en plus, l'idée que ces sportifs sont déconnectés, ne connaissent pas la vie des gens. Vous avez rappelé tout à l'heure ce qui était qu'ils ne vivaient pas en France. Il y a cette méfiance de l'opinion. Maintenant, c'est vrai. On va quand même nuancer, c'est pas n'importe qui. On sait qu'aux États-Unis, les Trumpistes sont terrorisés à l'idée que Taylor Swift soutienne le président Biden. On sait l'effet que peut avoir Mbappé sur peut-être le vote des jeunes, la participation. Lorsqu'il dit les extrêmes, il n'a pas dit le RN. Est-ce qu'il voulait dire à les filles, je regrette que les journalistes dans la salle n'aient pas relancé. Si, il n'a pas relancé. Non, ils lui ont demandé, est-ce que vous parlez du Rassemblement National? C'est un journaliste qui lui a dit mais ça. Quand il dit les extrêmes, est-ce que lui dit, moi je dis les extrêmes, d'accord. Les extrêmes c'est quand même très macroniste. En disant que Marcus Thuram a porté sa parole. En tout cas, sur son image, je ne sais pas si ça sera payant ou pas. On continue. Vous, Alex, c'est un coup de cœur. Pardon Jean-Luc, alors oui, je pensais que c'est tout ce que vous vouliez dire sur les équipes de foot. La position de Mbappé. C'est ses positions, un soutien, une influence quelconque. Ce que je sais, c'est quand même que d'abord, il n'y a pas que des footballeurs, il n'y a pas que des millionnaires qui ont signé, il n'y a pas que des milliardaires qui ont signé. Non, mais il y a deux choses. C'est plus vaste que ça. Moi, j'ai vu... j'ai suivi comme tout à chacun la carrière de tenniswoman de Marion Bartoli. Je sais pas. Elle s'exprime. Moi, je trouve ça à la fois normal et je le redis sur l'influence, j'en sais rien. Rappelons quand même que des Marcus Thuram, des Mbappé sont issus de quartiers relativement populaires, si ce n'est très populaires. Mbappé, sa famille vit à Bondy en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'ils savent à peu près quand même de quoi ils parlent. Après, je reviens là-dessus, l'influence que ça a, ce genre de pétition, je suis d'accord avec Frédéric, c'est pas forcément énorme. Il est né à Parme. Et il a vécu dans des beaux quartiers à Parme et à Milan. Juste simplement sur le fond de la déclaration, qu'ils prennent parole ou pas parole, à la limite, ça reste un Français, un citoyen, il a le droit de se positionner s'il en a envie. Moi, ce qui me dérange un petit peu plus dans sa prise de parole, c'est de dire à la fin, je veux être toujours fier de porter le maillot de l'équipe de France le 7 ou le 8 juillet. Ça, c'est clair. Ça me dérange, je vais vous dire pourquoi. Parce que
S'il est vraiment citoyen et qu'il est engagé et qu'il veut pas que le Rassemblement national passe, c'est son histoire, c'est son problème, il a le droit de le dire. Mais ça veut pas dire qu'il faut remettre en cause le fait de porter, enfin c'est quand même une fierté de porter le maillot de son pays, et il peut dénoncer des choses. Si demain le Rassemblement national et que ce n'est pas son parti de prédilection est au pouvoir, il pourra le faire. Moi je pense à cette joueuse américaine, Morgan Rapinoe, qui était joueuse de football, qui était une star aux États-Unis, une joueuse de football, de soccer aux États-Unis. Elle était en froid complet avec Donald Trump. Elle disait qu'il fallait voter contre lui, mais elle était toujours aussi fière de porter son maillot, et elle le disait, et elle s'en servait même quelquefois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour dénoncer des choses. Et puis on le fait, on n'aimait pas, il aimait depuis l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il n'est pas au Paris Saint-Germain, il n'est pas encore au Real Madrid, il n'est pas tout seul à Cannes ou ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Donc où il peut prendre en tant que citoyen français, évidemment, une position tout à fait légitime, et c'est exactement ce que j'ai dit en préambule. Par contre, au moment où on est dans une compétition sportive qui implique l'équipe de France, qui, rappelons-le, la Fédération française de football a une délégation, hein, c'est pas tout à fait, c'est pas un club de foot, si vous voulez. Donc on est dans un contexte qui est, pour le coup, représentatif de la France. Il n'aimait pas, et Marcus Thuram n'aimait pas dans une position normale. Je préfère, et de loin, les positions d'autres. On a cité Dembélé, on a cité Pavard, on pourrait citer Giroud, qui ont dit participer, allez voter. Alex Zarmon, votre coup de cœur? C'est coup de cœur pour Jérôme Guedj, qui ne se présentera pas sous la bannière Front Populaire. Il a été beaucoup décrié ces dernières semaines, Jérôme Guedj, d'un côté comme de l'autre, et je trouve que ce week-end, il a fait preuve de ce qu'on appelle du courage en politique. C'est-à-dire qu'il a voulu être cohérent, et on va en parler dans quelques minutes sur d'autres personnalités, je suppose. Jérôme Guedj, il a voulu être cohérent sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ces derniers mois au sein de la NUP, et donc il a décidé de se présenter en Essonne sans bannière Front Populaire, qui rassemble, comme vous le savez, toutes ces forces de gauche, on l'a dit, les écologistes, les communistes, les socialistes, sa famille d'origine, et bien sûr la France insoumise. Et il s'en est expliqué très dignement samedi soir en disant qu'il ne pouvait pas cautionner et tolérer le fait que ces dernières semaines et ces derniers mois on avait été très violent à son encontre, et qu'on l'avait ramené à son état de nature. Hein, ça, c'est pas exactement ces mots, mais j'essaie de retranscrire le plus parfaitement possible, qu'on l'avait ramené à son état de nature et à ses laisses, d'adhésion. Ça, c'était ces mots. Ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il ne cautionne pas le fait de pouvoir concourir dans le même parti que Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise et plein d'autres dont on connaît les positions très discutables, voire même, faut le dire, antisémites. Et donc, j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Et donc, il concourra tout seul les 30 juin et 7 juillet prochains avec un candidat en face de lui, LFI, dissident, Génération d'ailleurs, LFI Génération. C'est ce qu'il a tweeté ce matin. Tristesse, une candidature dissidente face à moi, portée par ma suppléante. 25 ans de militantisme ensemble. Je sais pas que c'était suppléante. Seul motif, le refus de comprendre mon combat pour des valeurs. C'est important de dire qu'il a été décrié des deux côtés, hein, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Et je trouve que c'est très courageux ce qu'il fait. On va parler d'autres situations, celle de François Hollande dans un instant avec vous, Jean-Luc Benamias. Mais vous, c'était un coup de gueule, Frédéric Dabi. Oui, c'est un coup de gueule contre une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui a, il faut le reconnaître, un potentiel tout à fait comique. C'était une interview dans le journal gratuit 20 minutes où on l'interroge sur les premiers ministrables éventuels, et il dit: les Insoumis ont produit des dirigeants capables. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 1936, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Il était critique d'art et dirigeant marxiste du Parti socialiste. J'ai envie de dire merci pour ce moment, parce que ça fait du bien de rire dans ce moment absolument vertigineux, inédit et insensé depuis dimanche dernier. Mais cette phrase, elle est extrêmement intéressante. Alors, bien sûr, voilà, je ne vais pas dire aux éditeurs, je laisse aux éditeurs réfléchir pour savoir si Mathilde Panot, Clémence Guettet ou Manuel Bompard sont davantage au niveau ou supérieur intellectuellement que Léon Blum, qui était normalien, qui a réussi à faire venir la gauche au pouvoir, qui est un homme d'État et un personnage historique. Mais voilà, cette phrase, ça en dit donc sur le mépris et la haine viscérale de Jean-Luc Mélenchon pour son ancien parti. Pour lui, c'était un dirigeant du PS, un critique d'art. Léon Blum et l'histoire de Léon Blum, je laisse aussi les auditeurs réfléchir à ce que ça veut dire. Mais voilà, ça en dit long sur la dérive de Jean-Luc Mélenchon. Et le reflet, c'est qu'on voit maintenant de plus en plus ouvertement au sein de son parti, pas seulement ceux qui ont été purgés. Les propos de François Ruffin ce week-end ont été très violents. Clémentine Autain également. Et puis, revenons à mon métier, sondage IFOP JDD publié hier, seuls 19% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon fera un bon Premier ministre, donc 81% un mauvais, dont 63% un très mauvais, et même
auprès du cœur du cible. Chez les sympathisants de gauche, ils sont 61% à considérer que M. Mélenchon ferait un mauvais Premier ministre. Mais on a envie de dire à son propos, s'agissant de ses propos, de ses interventions médiatiques, jusqu'où ira la gendarmerisation et la chute. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de ces candidats. Donc tout a été fait évidemment dans la précipitation. Néanmoins, on peut s'interroger sur le profil de certains de ces candidats. Et puis voilà, on vous attend. À tout de suite. Et on est ensemble pour commenter cette actualité avec vous. On parlait donc de ces candidats qui, les listes ont été officiellement déposées hier soir. Moi, j'avais un coup de gueule sur la candidature de Monsieur Poutou qui se présente à Trèbes. Trèbes, je rappelle, où le gendarme Beltrame a été assassiné par des terroristes et Monsieur Poutou qui est quand même lui sous le coup d'une mise en examen pour apologie du terrorisme. Donc, je trouve que ça fait un peu désordre et que certains candidats interrogent. J'entendais ce matin aussi qu'il y avait un policier de la BAC à Marseille qui va être candidat pour auprès du RN. Ouais, on a Raphaël Arnaud, fiché S, auprès de LFI. Et puis on a aussi ce candidat pour le moins étrange dans la circonscription de Raquel Garrido, qui est anti-blanc, anti-sioniste, avec des propos anti-juifs. Donc ces candidats m'interrogent malgré tout. Oui, il y a toujours dans une élection législative. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que... Jean-Luc, après, je te prie de m'excuser. Déjà, je te salue amicalement et fraternellement. On a des bons souvenirs ensemble. Non, il y a beaucoup moins de candidats que précédemment, puisqu'on a été sur une logique de bloc, le bloc de gauche avec des candidatures unies, moins de dissidents de gauche que la dernière fois, le bloc central et le bloc RN. Je me tais, Jean-Luc. Oui, alors Jean-Luc, sur ces... c'était mon coup de cœur, et ça peut faire rire, mais c'est ainsi, c'est le retour de François Hollande, dont je rappelle qu'il est candidat sous les couleurs du Front Populaire, avec le soutien du PS. Alors, je rappelle aussi qu'un ex-président de la République se présente aux législatives, c'est pas tout à fait nouveau, puisque Valéry Giscard d'Estaing, après avoir perdu les présidentielles en 81, s'était présenté et aux élections européennes et avait été élu député européen, et aux élections... Il a même été conseiller cantonal. Conseiller général. Il était président du conseil départemental. Il a vraiment été conseiller quand même. Alors, quand je dis ça, je dis que... nous sommes sur il y a une disparition annoncée, c'est la disparition de ce que certains appellent encore le bloc central. Je ne sais pas où il est central, puisqu'il est totalement dépassé et qu'on se prend une énorme claque. J'aimerais pas être à la place, sérieusement, des députés sortants de Horizon, de Renaissance et autres, Modem et de Renaissance, parce que en dehors de circonscriptions où ils sont notamment internes à Paris, intramuros, mais ils vont avoir de grandes difficultés, même à être au second tour. Bon, passons. Moi, je trouve ça extrêmement bien que l'ensemble du groupe Front Populaire, de ce qui va se présenter sur le Front Populaire, c'est très large. Voilà. Et donc, on verra ce que ça donne. Personne ne peut prédéfinir ce qui se passera après le 7 juillet. Ouais, mais comment François Hollande, on peut s'interroger quand même, accepte de s'associer, à un groupe dans lequel il y a le NPA, dans lequel il y a LFI avec certaines propositions. Parce que je crois connaître assez bien François Hollande, il est conscient des responsabilités qu'il a, il a encore envie d'en avoir, très bien, et que dans ce cadre-là, l'enjeu central est de faire que l'extrême droite française, Reconquête et le Rassemblement national, ne soient pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Après, on verra la composition générale politique qui existera après le 7 juillet. Personne ne peut prédéfinir aujourd'hui ce qui se passera après le 7 juillet. Alors, Alex, vous n'êtes pas d'accord. Jean-Luc dit on peut rire de François Hollande qui revient. Ouais, non, j'ai pas dit rire. Non, mais on peut en rire. Vous avez dit on peut en rire. Oui, je vais vous dire, Jean-Luc. D'accord, ok, merci. Oui. Non, mais je vais vous dire, Jean-Luc, depuis hier, je suis par terre, moi. Vraiment, je suis mort de rire. Vraiment, pour voir un ancien président de la République se présenter à des élections législatives
10 ans, quasiment 8 ans après son départ, sur une liste Front Populaire où vous dites on peut pas prédire ce qui va se passer, mais si, on peut prédire ce qui va se passer. Ces gens ne s'entendent pas. Ça a déjà été essayé il y a 2 ans. Mais nulle part les gens s'entendent. Non mais ça n'a pas. Non mais là, excusez-moi, c'est quand même incroyable sur la même liste de retrouver François Hollande qui s'est battu contre le terrorisme islamiste. C'est génial, super. Contre le terrorisme islamiste, sur la même liste avec Philippe Poutou qui, on l'a dit, est candidat à Trèbes, qui est quand même en ce moment son parti jugé pour apologie du terrorisme, avec un autre garçon qui s'appelle Raphaël Arnaud qui est candidat à Avignon, je crois, qui a accusé quand même l'organisme européen du judaïsme d'être à l'origine de ces convocations policières, avec un autre garçon toujours sur la liste de la France Insoumise qui s'appelle Ali Diouara, qui est face à Raquel Garrido, qui est ouvertement antisémite parce qu'il retient 3 noms sur une liste du Front Populaire. Ce sont les 3 noms de la liste juifs comme par hasard. Et puis je passe, Ercilia Soudé, Jean-Luc Mélenchon. Mais rien que Jean-Luc Mélenchon, quand vous écoutez François Hollande ces dernières années, qui ne pouvait pas voir Jean-Luc Mélenchon en peinture, ils se mettent sur la même liste et là ils sont en train de nous dire, ils sont en train de nous rejouer l'amour fou entre les deux. Enfin, je comprends pas, Jean-Luc, comment vous pouvez dire que c'est bien, que on dépasse tous les clivages. Je trouve ça incroyable. C'est mentir aux électeurs que de faire ça. Pour vous rassurer, si ça peut vous rassurer, je soutiens dans ma circonscription, à Marseille, l'un, entre guillemets, dissident, Hendrik Dabi, qui a été viré par la France Insoumise. J'ai une vision, j'essaye, comme vous tous et toutes, d'avoir une vision globale de la situation française, dans la gestion de la situation française après le 7 juillet. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il y aura de majorité qui va sortir de cette élection. Je peux me tromper, mais Frédéric pourrait me dire le contraire, mais pas forcément d'ailleurs. Mais je ne crois pas. Et dans ces cas-là, où en sera la 5e République après le 7 juillet? Qui sera en capacité de gouverner le pays? Mais malheureusement, François Hollande, là où c'est moins souriant, si vous voulez, moi je suis pas choqué par le fait qu'il reparte et qu'il ait envie de repartir, que peut-être au fond d'ailleurs, lui-même a une petite idée au-delà de ce qui va se passer dans les quelques semaines. On le sait que 2027 c'est quelque chose qui l'intéresse, Jean-Luc Benyabias, vous le savez, vous-même vous le connaissez très bien, et donc quelque part le temps s'est accéléré. Moi ce que j'aime moins, c'est que il a tweeté dimanche soir qu'il trouvait que c'était une décision irresponsable, que il a laissé passer des offs à Oradour-sur-Glane à un certain nombre d'acteurs de la presse pour dire là aussi encore une fois c'est irresponsable cette dissolution, et puis le lendemain il fait un 20h pour dire je suis là. Je suis là, et je suis là à l'intérieur du Front Populaire qui a mis à peine 24 heures à faire un accord électoral. Là où je suis d'accord, c'est que c'est loin d'être un accord de gouvernement. Personne n'est dupe. Il y a monsieur Glucksmann qui pense qu'on n'a pas mis les choses sous le tapis, la poussière sous le tapis. Mais personne n'est d'accord sur rien dans ce contexte-là. Et je suis d'accord, Jean-Luc, pour le coup, c'est assez rare qu'on soit d'accord sur quoi que ce soit aujourd'hui, à part au sein du RN et peut-être du RN avec monsieur Ciotti. Mais si vous voulez, là pour le coup, c'est ça qui m'interpelle, c'est le fait que je suis le sauveur aux 20h, et c'est moi qui vais finalement... Sauveur de quoi? Qu'est-ce qu'il veut être? Premier ministre rap? Quand on a été ancien président de la République, c'est compliqué. Ministre, elle sera encore pire. Je pense qu'effectivement, son agenda personnel redémarre à cette occasion, et quelque part 2027 est un objectif qu'il n'a jamais abandonné, qui veulent se payer un peu Macron aussi, comme un retour de bâton en disant, voyez, j'avais raison. Voilà, mais c'est un bal des égos. C'est un bal des égos. Providentiel pour un gouvernement. Moi, ce que je voulais dire, je voulais parler du côté des électeurs. Que nous disent les sympathisants de gauche? Toutes les enquêtes qu'on a pu faire ensemble, Valérie, avec Fiducial et Sud Radio, ont montré que plus que jamais, il y a deux gauches irréconciliables. Il y a un décalage flagrant entre ce que nous disent les sympathisants de gauche, ce que proclament les élus de LFI. Quelle que soit l'enquête, on ne trouvera jamais une majorité de gens de gauche qui disent que la police tue, qu'il y a un racisme systémique, que les émeutes urbaines étaient des émeutes justifiées, que la baya doit être portée, etc. Ou que le Hamas est un groupe de résistance, pour citer des exemples récents. Mais quand même, on voit dans les enquêtes une majorité très nette de sympathisants de gauche, dans leur ensemble, qui veulent l'union, et le carburant, le moteur de cette union, c'est, Taureau a raison, le RN. C'est l'idée que face la patrie est en danger, on nous refait la mobilisation, et c'est vrai que pour ces gauches irréconciliables, et on l'a vu par le passé, la gauche refaire union face à un danger. Et là, pour les sympathisants de gauche, et c'est vrai que les élections européennes ont donné un RN en pole position, attrape tout, premier chez les retraités, on l'avait dit ici l'année dernière, ça ne s'était jamais vu, et je pense que c'est ce moteur de la crainte d'un RN au pouvoir, et c'est ce qui a peut-être, Alex, conduit des personnalités qui, effectivement, et vos exemples sont tout à fait pertinents et justes, à aller ensemble. C'est vrai que
Hollande, Mélenchon, ça n'a rien à voir. Je rappellerai quand même pour François Hollande que dans notre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, c'est la première personnalité préférée auprès des sympathisants de gauche depuis maintenant 6 mois. Ce n'est pas qu'une popularité de papier ou d'estime parce qu'il est pas là, parce qu'on n'entend pas parler de lui. On va voir s'il va être élu déjà et s'il refait une Giscard, c'est-à-dire revenir au centre du jeu. À signaler que la majorité présidentielle a annoncé ne pas investir de candidat face à lui. Ça, c'est peut-être une aide pour le député sortant, qui est un député LR. Est-ce que c'est un vrai cadeau pour François Hollande ? Tulle est passé à droite. C'est la première fois. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que j'entends les sondages, j'entends le rassemblement, mais François Hollande, c'est un homme d'État. Il a été président de la République, je veux dire. Il l'a été. Il a été président de la République pendant 5 ans, dans des périodes très sombres pour la France. Il s'est comporté en homme d'État. Là, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait pendant 5 ans, tous ses combats sont balayés d'un revers de la main. Je suis désolé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce que je dis, c'est la vérité, parce qu'il s'allie avec des gens qui ne portent pas ses valeurs. Et on peut faire tous les reproches aux gens de droite, on peut faire tous les reproches aux gens des LR, mais sans doute que peut-être qu'ils vont contre l'avis de leurs adhérents. C'est ce que publie hier une enquête dans le journal du dimanche. Mais en tout cas, ces hommes de droite qui n'ont toujours juré par le fait de ne pas s'allier avec le Rassemblement national ont tenu leurs promesses. François Hollande, qui nous répétait à tort et à travers qu'il ne voulait pas s'associer avec LFI, a fait l'inverse. Et je mettrai juste aussi un parallèle, toujours dans le journal du dimanche. Hier, vous avez une interview de Nicolas Sarkozy, un ancien président aussi. Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il aime toujours la France et qu'il aura toujours un amour et des pensées pour la France, dit que son temps en politique n'est plus venu. Et il se met en retrait. Et sa parole est importante. J'aurais aimé que François Hollande ait aussi cette pensée-là et que sa parole soit importante et soit un peu une parole de sage. Il a envie d'y aller. Mais c'est différent. La différence, c'est que François Hollande, il a envie, non pas cette fois-ci, et encore, il se dit, quand on dit qu'il s'offre en tout cas à cette union comme un potentiel Premier ministrable, voire ministrable, je pense que son agenda, lui, est même plus lointain. Il est plus lointain, c'est 2027, il n'a jamais abandonné. Non. Et je pense que, peut-être aussi sur l'appui de cette nouvelle popularité qui a été décrite là à l'instant, mais c'est certain qu'il y a cette revanche qui est là. Je l'ai entendu aussi, cette revanche, quelque part aussi dans le verbatim de Lionel Jospin, qui quelque part est un peu là-dedans. Vous voyez, il y a ce ressenti là qui est un peu embêtant. On va continuer. C'est pas de la revanche, hein. Mais c'est quoi ? C'est la volonté de défendre un combat qu'ils ont défendu toute leur vie. Tu viens de citer Lionel. Oui. C'est la même chose. On va en reparler. À tout de suite. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on évoquait Lionel Jospin. Alors je voulais vous le faire écouter puisque ça date de ce matin. Il était chez nos confrères de France Inter. Le président, par cette décision imprévue, improvisée, non réfléchie, a plongé le pays dans un moment troublé. Et peut-être même dans un moment trouble. Et donc, voilà ma définition du moment, avec un danger, bien sûr, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la République, un parti d'extrême droite pourrait diriger la France. Jusque-là, ça n'était arrivé que sous la botte de l'étranger nazi, en 1940, avec le gouvernement du maréchal Pétain. Et donc c'est un moment extrêmement sérieux. Alors, 2 choses. Il y a plusieurs anciens premiers ministres qui ont souligné l'absurdité de la décision d'Emmanuel Macron, et puis ce ton grave employé par Lionel Jospin. Peut-être vous, Jean-Luc Benamias. C'est vrai qu'on a des gens qui ont géré le pays, qui sont, de mon point de vue, des gens responsables. Moi, de mon point de vue aussi, je pense qu'ils avaient fait quelques erreurs, mais c'est pas le problème. La question est de savoir comment ce pays retrouve une idée réellement démocratique et républicaine. Et je redis ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Ce qu'on va vivre là sont les 15 jours. Campagne très courte, heureusement. Mais derrière, quelle est la définition républicaine dans laquelle nous allons nous trouver? Démocratique et républicaine. Et à cette question-là, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Alors quand des gens prennent la parole, qu'ils soient de la droite démocratique, de la gauche démocratique, qu'ils soient anciens grands responsables de l'État, de la République française, me paraît extrêmement utile. Voilà, j'ai écouté, vous avez bien vu le ton de Lionel Jospin, qui est un ton extrêmement sérieux. Alors, là, je voulais poser peut-être la question à Frédéric Dabi, c'est-à-dire, est-ce que ce ton qui est employé sur le maréchal Pétain revient,
le fascisme est à nos portes fonctionne quand on sait qu'il y a... C'est pas ce qu'a dit Lionel Jospin. Il a seulement dit qu'il y avait un gouvernement d'extrême droite sous la botte étrangère, ce qui historiquement est vrai. Mais il fait la comparaison en disant que il pourrait se passer la même chose. Ce que je veux dire, c'est le discours. Rassemblement national fasciste. Est-ce que ça marche? Non, ça marche plus. Ça fait longtemps qu'on le voit dans nos enquêtes, vu qu'en plus le vote RN devient de plus en plus un vote d'adhésion. Et ce qui peut gêner le RN, c'est plus la déconstruction de son programme, le chiffrage du programme, le fait leur inexpérience sur le plan national, même si la logique qui sort vraiment fortement dans nos enquêtes, le ressort de l'adhésion au vote RN, c'est pourquoi pas eux, on ne les a jamais essayés, c'est leur tour, ils ne feront pas pire que les autres, parce que le succès du RN, Valérie, repose d'abord sur l'échec perçu des quinquennats, des mandats qui se sont succédés en France. C'est ça le levier du vote RN. Ce n'est plus, ou en tout cas de moins en moins, le vote de protestation, le vote de colère, le vote tribunicien. Oui. C'est l'échec de ceux qui, justement, parlent. Ouais. C'est-à-dire que je m'appuierai sur ce point-là. C'est essentiel, Jean-Luc. Je suis assez d'accord avec vous sur l'idée que c'est bien qu'il y ait des points de repère. C'est un temps qui perd ses boussoles. Voilà, et je suis assez d'accord, il n'y a plus de boussole. Le grand responsable d'ailleurs de cette perte des boussoles, il est aujourd'hui président de la République. Et donc on est dans ce contexte où on a besoin de retrouver des boussoles, ça c'est très clair. Maintenant, est-ce que ce sont eux qui, effectivement, comme l'a dit Frédéric, sont accusés, ou en tout cas à qui on fait le reproche finalement d'avoir livré, sinon Emmanuel Macron dans ce contexte, et avec lui dans ce contexte aujourd'hui d'échec, qu'il soit économique, social, pour certains géopolitique et ainsi de suite, on est face à une parole, si vous voulez, qui va pas rajouter de la clarté. Alors ça peut en rajouter pour certains, ça c'est évident. Elles se multiplient, les paroles, elles se multiplient, on a dit les sportifs, on a des gens de politique, voilà, c'est intéressant parce que le débat s'anime. Maintenant, si on regarde concrètement ce qui se passe à la fois sur le terrain, dans la rue digitale, dans la rue physique, aussi dans les médias, on a une bipolarisation qui s'est remise en marche. C'est-à-dire qu'en gros, on a d'un côté ce que d'ailleurs Emmanuel Macron a voulu, les deux camps qu'il a voulu accuser en voulant leur faire peur, c'est-à-dire d'un côté des néofascistes rampants et de l'autre côté des révolutionnaires sanguinaires qui vont être dans la rue pour faire, qui sont antidémocratiques. Aujourd'hui, c'est ces deux-là qui s'affrontent, on le sait déjà. Et on va avoir des finales qui vont permettre à ces deux camps de s'affronter. La question, c'est dans ce contexte-là, les choix que vont faire les Français, au-delà de ce que peuvent nous proposer comme éclairage, les gens qui finalement sont accusés en grande partie par ces deux camps d'être les responsables de la situation. J'ai une question pour Frédéric, Valérie. Attendez, Alex voulait répondre. Juste, rapidement, quand est-ce qu'on va faire de la politique ? À quel moment, parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on a des campagnes, à quel moment on va commencer à faire de la politique et à parler aux Français? Moi j'en ai un peu ras-le-bol. Ils leur parlent dans leur campagne, la cantine gratuite, mais justement, le SMIC à 1 600 €. Moi je parle de ces gens-là, je parle de Lionel Jospin, je parle de François Hollande, je parle de Squeezie, je parle des sportifs dont on a parlé en début d'émission. À quel moment on va comprendre qu'aujourd'hui dans ce pays, il y a 40% de gens qui votent Rassemblement National, qui sont pas en marge de la société, et qu'il faut comprendre pourquoi ils votent Rassemblement National si vous voulez les empêcher de voter Rassemblement National. On peut pas leur mettre le doigt dessus tout le temps sans comprendre pourquoi, sans expliquer, sans essayer de trouver des solutions. Moi j'aurais préféré ce matin que Lionel Jospin, qui, moi, quand il était Premier ministre, après une dissolution, j'avais 9 ans, c'est ma culture, ma création, mon éducation politique, j'aurais préféré que Lionel Jospin, il nous parle du programme du Rassemblement National, qu'il nous dise pourquoi c'est infaisable, s'il veut pas qu'on vote pour le Rassemblement National, pourquoi le programme économique n'est pas bon, et puis il aurait pu dire aussi pourquoi celui de la LFI n'est pas bon non plus. Bref, à un moment donné, il faut arrêter de dire Pétain, oui, ok, peut-être que c'est vrai que c'est un parti qui a été créé par des nazis, le Rassemblement National, il faut le dire, mais il y a un moment donné, il faut quand même parler de politique et expliquer aux Français pourquoi le vote Rassemblement National n'est pas possible, tant sur des valeurs sociétales que sur des valeurs économiques. Voilà. Je pense que c'est quand même le point de départ nécessaire d'une campagne législative. Alors, Jean-Luc, vous vouliez poser une question à Frédéric Dabi. Oui, Jean-Luc. Les choses ne sont pas, à mon avis, alors il va me dire le contraire peut-être, mais on verra, les choses ne sont pas stabilisées dans les électorats. Est-ce qu'il n'est pas possible dans la période sur les 15 jours de campagne, elle n'a pas commencé, Alex, elle commence, elle sera très courte, mais elle n'a pas commencé. Là, on est aux paroles extérieures, mais on va avoir des paroles intérieures. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait des glissements de personnes mécontentes pour plein de raisons, on va pas revenir dessus, de se dire mes choix ne sont pas complètement, je suis pas buté et je peux changer de choix, notamment par rapport à des gens qui énervés, c'est les fâchés, pas fachos, peuvent se dire oui, ok,
je voulais essayer le RN, pourquoi pas. Mais est-ce qu'ils peuvent pas changer d'avis? Et à l'inverse, peut-être aussi. Donc, on est dans une situation, me semble-t-il, j'arrive pas à l'expliquer, extrêmement instable. Oui, mais je partage ce que dit Jean-Luc sur l'instabilité. On est dans l'insensé et de l'inédit depuis maintenant dimanche dernier. Quand je dis insensé, pas de jugement de valeur, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment qui nous échappent à tout référent historique, notamment le sens de la dissolution. Maintenant, c'est vrai que on a quand même une des offres électorales extrêmement claires. Un bloc de gauche, un bloc central, un bloc RN. La participation peut être un facteur qui pourrait faire bouger des lignes. Mais là où je prends mon risque peut-être, j'ai du mal à imaginer que 3 semaines après un vote très très cohérent, les Français changent de cohérence. Il y aura bien sûr du mouvement. Et là, je suis d'accord avec Jean-Luc sur le côté assez liquide et assez instable. Mais ma pente, c'est quand même que le 30 juin, de manière plus ou moins forte, ce qui s'est passé le 9 juin soit confirmé. Oui, mais plus ou moins, c'est pas à vous, vous devez apprendre plus ou moins, surtout qu'il y a 2 tours. Plus ou moins, c'est compliqué. Non, mais je vais pas vous dire ce qui va se passer le 30 juin, ça serait pas sérieux. Merci. Non, mais vous dites que ce serait étonnant que des gens qui ont voté Rassemblement National, alors que les élections législatives, c'est une élection particulière. C'est pas systématiquement. Prenons l'époque où les législatives avaient lieu après la présidentielle. Systématiquement, entre le vote FNRN présidentiel et le vote RN-FN législative, il y avait une déperdition de 10 à 30 ou 40%. En 2022, pour la première fois, elle a été faible. On est passé de 23 à 19. Mais quand même 4 points de moins. Cette perte en ligne peut se produire. Il y a les sortants. Et puis, comme vous le dites, il y a aussi la tonalité de cette campagne et la dramatisation des enjeux. Ouais. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler également de ce qui se passe du côté de la droite, qui n'est pas bien en point, et puis de ce qui s'est passé aussi à LFI avec ces 5 candidats, ces 5 personnalités qui ont été purgées. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On peut parler aussi de ce qui se passe à droite avec LRRN, avec Ciotti, 62 candidats. Frédéric Dabi, peut-être un point sur ce qui se passe chez les LR. Et c'est un parti aujourd'hui moribond. Je dirais qu'il y a 3 nuances de LR. Quand on regarde l'offre électorale, il y a des LR investis, qui se présentent sous l'étiquette LR avec beaucoup de sortants qui n'ont pas de candidat Renaissance contre eux. Il y a des endroits où LR est en alliance avec Renaissance, et puis il y a ces candidats LR-RN qui ont été investis par Éric Ciotti, et il y a environ 60 à 70 candidats dans ce cadre-là. Donc on a un LR qui est très éclaté, très éclaté. Alors voilà, c'est la conséquence de cette guerre des 3 blocs, où face à un bloc de gauche, un bloc central et un bloc RN, où se trouve LR. Nicolas Sarkozy plaidait, il l'a fait un peu dans le JDD pour une alliance avec Renaissance de gouvernement, ça ne s'est pas fait. Éric Ciotti a fait ce choix, il a tranché le nœud gordien en allant avec le RN, mais clairement, LR est en voie de marginalisation, même si c'est une bonne nouvelle pour leurs différents sortants. Presque 1 sur 2 a une chance réelle de l'emporter, puisqu'il n'y aura pas de candidat Renaissance, et étant donné qu'on est face à un bloc de gauche, ils sont face à un bloc de gauche, face à un bloc RN, ça maximise la possibilité d'être à un niveau élevé au soir du premier tour. Ouais. Non, mais oui, et puis vous commencez à avoir quand même les alliances officielles entre les candidats LR et les candidats Renaissance. C'était le cas avec Monsieur Juvin dans les Hauts-de-Seine notamment, parce qu'on apprend aussi que Geoffroy Didier se présente sur la circonscription de Puteaux. Bref, vous allez avoir des accords entre guillemets naturels qui vont se lier. C'est maintenant la politique qui commence, les accords de politique qui commencent. Donc la droite, de toute façon, je pense intimement qu'elle n'existe plus depuis la présidentielle de 2022. Quand je dis la droite, je parle des LR, mais je pense que même la marque va disparaître au lendemain du 8 juillet, puisque devant vous assistez à la disparition d'un parti, en quelque sorte. Quand vous avez son chef qui part faire alliance avec le Rassemblement National, et que vous avez tous ces leaders de l'autre côté qui partent, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, avec Renaissance, le lendemain du second tour de la présidentielle, des législatives, il faudra qu'il y ait une clarification sur ce parti, parce que il ne pourra pas survivre.
il ne pourra pas survivre en ayant que des alliances, en vivant avec des députés qui n'ont que des alliances et qui doivent répondre à d'autres partis. Les financements ne suivront pas à ce moment-là, et surtout les électeurs ne suivront pas à ce moment-là. Moi, je suis moins définitif, parce que je trouve qu'il faut regarder la position de Laurent Wauquiez, qui est intéressante, qui a peu dit sur la relation entre les Républicains, Ciotti et le Rassemblement national, qui a peu dit sur la relation effectivement des Républicains avec Renaissance, et disons-le, un accord qui ne se dit pas quand il y a pacte de non-agression, c'est pas un accord électoral, mais c'est quand même un accord qui a eu lieu entre les indépendants officiellement, les Républicains. Donc en fait, il y a presque deux camps chez les Républicains. Si on est très honnête, en réalité, il y a deux camps. Il y a ceux qui sont partis avec Ciotti et qui font une alliance électorale avec le RN, et puis de l'autre côté, il y a un pacte de non-agression avec Renaissance. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Wauquiez, qui est assez prudent et attend finalement les résultats de ce premier tour et surtout du deuxième tour, et on verra à la sortie, en faisant les comptes, ce qui restera, et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura encore un républicain, mais qui sera peut-être indépendant Renaissance, ou ceux qui sont partis avec le Rassemblement national auront pris le pouvoir. Je pense que je suis pas certain que ça disparaisse, que ça se renomme comme ça a été le cas précédemment. C'est un parti qui a beaucoup changé de nom, mais ça m'a intéressé de voir comment Laurent Wauquiez se positionnait, c'est-à-dire d'une grande neutralité. Une neutralité terriblement travaillée. Oui. Sur le fait que Laurent Wauquiez, et ça ne surprendra personne, est candidat futur, entre guillemets, pour la droite aux élections présidentielles, que Éric Ciotti, comme beaucoup d'autres, se trouvant dans des régions et des circonscriptions où le RN a d'énormes chances de passer, il a juste sauvé ça. Il essaye de sauver sa vie politique, pourquoi pas. Enfin, moi je suis contre, mais d'accord, mais ça ne change rien. Voilà, Laurent Wauquiez, je vous rappelle que il était maire pendant très longtemps du Puy-en-Velay. La droite peut, les restes de LR pourront évidemment, me semble-t-il, garder cette circonscription. Voilà, il se met un peu de côté pour préparer, semble-t-il, son avenir. Oui, alors juste une chose, parce qu'il faut être très honnête, si on l'a été avec les membres du Front Populaire, du Parti Socialiste qui ont rejoint le Front Populaire, avec des noms un peu bizarres quand même sur ces listes et des parcours un peu bizarres, faut quand même reconnaître quelque chose au LR, à la majorité des LR, c'est qu'ils n'ont pas rejoint les rangs du Rassemblement national, où vous avez là aussi des candidats assez spéciaux. Franchement, vous avez un ancien libraire négationniste qui est encore Frédéric Bocaletti, je crois qu'il s'appelle. Vous avez Grégoire de Fournas, pareil, qui avait été, rappelez-vous, mis en marge de l'Assemblée nationale pour des propos racistes. Je suis désolé, c'est aussi là la différence entre les leaders des Républicains, en tout cas la majeure partie, parce qu'Éric Ciotti lui a fait son choix et ça lui passe par-dessus la tête, entre guillemets, le fait qu'il peut y avoir des candidats comme cela. Et je pense que c'est important à signaler. Sur la liste, et à mon avis, dans les jours qui viennent, on va aussi se rendre compte qu'il y a des candidats assez spéciaux quand on va étudier les candidatures chez le Rassemblement national. Bellamy, qui fait pourtant partie à cette partie indépendante des Républicains, a dit très concrètement qu'en cas de deuxième tour, non pas simplement entre le RN et LFI, mais parce que j'ai été corrigé par Catherine Tricot, dont on peut pas soupçonner l'idée qu'elle connaisse pas le Front Populaire, et elle, exactement, et donc il a dit qu'il choisissait entre le RN et le Front Populaire, le RN au deuxième tour. Absolument. Il y a une circonscription alors à surveiller, qui est celle des Français de l'étranger, où vous avez Jacques Cheminade qui se présente avec face à François Asselineau. Donc c'est une circonscription. C'est la 11e circonscription des Français de l'étranger. C'est là que se situe la majorité des pays chinois, inspirateurs de ce Sud global. Ça, c'est Jacques Cheminade qui dit ça. Et donc vous avez François Asselineau qui double candidat à la présidentielle. Et François Asselineau candiat aux législatives dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. Mettre mon expertise de la zone. Les Français de l'étranger sont quand même très spécifiques. Le pourcentage de votants, tu vas me dire, Frédéric, si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près 10%. Oui, c'est ça. 10%, exactement. Ça m'a fait sourire parce que effectivement il va falloir qu'on observe. Alors sur alors à gauche aussi, il y a eu des scissions et autres. La purge à LFI en particulier, on pense à Raquel Garrido et Alexis Corbière. Ça c'est ce qui s'est passé au sein de la France insoumise et Daniel Simonet en fait, qui sont des gens. Et deux autres députés, un Vienne et celui d'Henri. Absolument. Donc purge, pas purge, selon vous? Purge dans le sens où c'est rarissime. Ils ont décidé de se présenter. Oui, ils vont se présenter. Jérôme Gage. Oui. Purge dans le sens où c'est absolument rarissime de ne pas réinvestir des sortants, même si Renaissance n'a pas réinvesti. Par exemple, Gilles Legendre dans la 2e circonscription
de Paris. Non, ce qui frappe, on a entendu hier les dénégations un peu laborieuses de Manuel Bompard, c'est le fait que ce sont, comme par hasard, des personnalités qui ont fait entendre une voix différente à la France insoumise, qui ont critiqué Jean-Luc Mélenchon, qui ont considéré que les attaques du Stade étaient des attaques terroristes. Enfin voilà, il y a quand même effectivement une véritable purge. Oui. Enfin, il y a une purge, mais dont Clémentine Autain et ont été. Oui, elle a été épargnée. Elle a été épargnée, mais hier, effectivement, elle se disait que c'était peut-être un peu trop voyant si elle-même avait été exfiltrée. Oui, et puis surtout, faut quand même reconnaître à Alexis Corbière d'avoir eu, je trouve, moi, des propos très mesurés sur ce qui se passait au Moyen-Orient. Et là où Clémentine Autain ou François Ruffin, vous les avez pas forcément entendus. Voilà. Donc je dis pas qu'ils sont en accord avec Jean-Luc Mélenchon, loin de là. Quand vous voyez les messages de François Ruffin ou de Clémentine Autain ce week-end, après c'est pas nouveau. On le sait depuis longtemps qu'au sein de LFI, vous avez des voix dissonantes envers Jean-Luc Mélenchon et que il a beaucoup de mal à le supporter puisque Alexis Corbière est quand même le premier lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont très très proches et je pense que ça va laisser des traces au sein du parti. Là, on apprend qu'il y a quelques minutes, il a été mis à l'écart du parti. Carrément, Alexis Corbière. Il vient de recevoir un mail en le mettant à l'écart. Bon, je sais pas, c'est difficilement justifiable. Hier, Manuel Bompard, il avait quand même beaucoup de mal à justifier cela et en même temps justifier que on pouvait mettre un candidat, on en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Ali Diouara, qui tenait des propos antisionistes, antisémites, vous appellerez ça comme vous voulez, pour remplacer Raquel Garrido, qui est là aussi quand même l'une de ses premières lieutenants. C'est très étrange. Il y a un règlement de compte, c'est même pas une purge, pour moi c'est un règlement de compte. Bon. Et Adrien Quatennens, là aussi, psychodrame ce week-end, qui s'est présenté, qui a finalement s'est retiré de lui-même. Et on voit Daniel Obono qui dit: j'estime qu'on ne doit pas être condamné à vie. Bon. Oui, c'est des choix. Alors en même temps, moi j'ai pas vraiment beaucoup pleuré sur le sort des deux dont vous avez parlé, parce que tu le disais, ils ont été des lieutenants. Et dans ce parti, on le sait, Jean-Luc Benamias le sait aussi, il y a eu précédemment des têtes qui ont été coupées. Ils ont participé à ce type d'élimination. Bon, voilà, c'est les jeux de ce genre d'organisation extrêmement verticalisée, avec un leader maximo, un chef qui en plus est un peu sous tension, vous l'avez dit, il est pas très populaire. Il se dit: mince, si jamais le Front Populaire gagnait, que quelqu'un d'autre était Premier ministre à ma place, ça m'embêterait quand même. Donc il y a aussi une dynamique un peu négative qui est en train de se mettre en place aussi là-dedans. Voilà, c'est ça, exactement. Donc bon, et en plus Corbière et Garrido, ils vont gagner leur élection législative tout seuls, et donc voilà, les choses seront réglées. C'est pas si grave que ça. Et ils rejoindront le Front Populaire, vous verrez. Non, mais c'est ils l'ont dit d'ailleurs qu'ils étaient Front Populaire. Hein. Oui, ils se présentent sous cette. Voilà, donc il y a plein d'étiquettes. Ils auraient tort de se gêner. Ouais. Bah oui, non, mais évidemment, ils ont évidemment cette. Mais ils ont tapé eux aussi à une certaine époque. Hein. Ouais. Oui, Monsieur Abad, me dit quelqu'un, qui se présente aussi, qui est mis en examen pour viol. Ça, c'est aussi dans les choses curieuses. Il aurait une investiture. Renaissance. Alors Monsieur Moretti a dit que non, mais il dit qu'il a été investi. Oui, écoutez, intéressant d'ailleurs sur Renaissance de voir que une majorité de ministres va être candidat aussi aux élections législatives. Absolument. On en parle peu, je crois que c'est 23 sur 30. Dans des belles circonscriptions. Faudra vérifier. Pas toujours. Pas toujours, je pense qu'il risque d'y avoir des surprises, parce que ça va être ce seront les premiers à être pris à partie par les électeurs. Ils sont quand même pas très connus, parce que les ministres de Macron ne sont jamais très connus, mais pour la plupart ils sont quand même reconnaissables, on va dire, et ça va être intéressant de voir les résultats de ces différents ministres ou secrétaires d'État. Dupond-Moretti se présente ou pas? Non, il ne se présentera pas, il est longtemps évité. Donc il y a 15 ministres qui se présentent. Voilà, c'est 15, c'est ça, 15 sur 25, et c'est vrai qu'une élection législative, un des ferments pour identifier un vote sanction, outre le score de la majorité, c'est le fait que des ministres soient battus. On se souvient au municipal de 2001, comme énormément de ministres du gouvernement Jospin avait été battu au municipal. Ouais. Ce sera le cas. Ce sera le cas, vous pensez que... En grande majorité, ça dépend des circonscriptions dans lesquelles il se trouve. Certaines sont très difficiles. Madame Beaune-Privé, par exemple, elle est, si je ne m'abuse, dans la circonscription du Bourg-la-Reine.
Je pense que a priori, elle n'aura pas trop de difficultés. De qui vous parlez ? Yael Braun-Pivet, oui. Oui, pour d'autres, c'est plus compliqué. Vous êtes celle de Clément Beaune, c'est assez compliqué. Celle de Stanislas Guérini, celle de Sarah Leiry, celle de Sabrina Agresti-Roubache, mais il n'y a pas de LR contre elle. Voilà. Maintenant, l'élection va être très dure. Mais ça aussi, je me demande comment les Français le comprennent, ces petits arrangements politiques, de pas mettre quelqu'un face à. Je pense que ça les intéresse pas, mais ça peut. Oui, mais ils comprennent quand même qu'il y a des petites salades, quoi. Il y a des petites magouilles entre amis. Je veux dire, ne mettre personne face à François Hollande, c'est un petit cadeau qui lui est fait. Et d'ailleurs, on comprend pas bien pourquoi. Pas complètement, parce que il y a quand même un député LR sortant et pas de candidat en naissance, ça peut aussi drainer du vote vers lui. Donc c'est pas un cadeau complet, si je puis dire, Valérie. Eh ben, vous reviendrez en deuxième semaine. Merci à tous, merci à tous les quatre. On se retrouve nous demain. Très bonne journée.